peut leur dire, la jeunesse congolaise en général au Congo, que le président, oui, qui va venir au Congo bientôt, il vous donne un message tel? Mon premier message, d'abord à la jeunesse, c'est de leur... c'est une nouvelle création d'un nouveau futur. Parce que la jeunesse, c'est le futur d'un pays. Il y a 30 ans, moi, j'étais jeune. Et moi, quand j'étais jeune, les gens qui étaient au gouvernement appelaient les jeunes Biloko Pamba. Batu ya Pamba. Jeune Azamutu ya Pamba te. Jeune, dans 30 ans, c'est lui qui sera le docteur, c'est lui qui sera le comptable, c'est lui qui sera l'ingénieur, c'est lui qui sera le maçon, c'est lui qui sera le chauffeur. Le jeune n'est pas Mutu ya Pamba. Le jeune, c'est l'avenir du pays. De tout le pays, c'est vous formez la jeunesse, vous formez le futur d'un pays. So, il faudrait donner, je vais donner d'abord l'espoir et reconstruire le système éducatif et le système de formation pour la jeunesse et le respect de la jeunesse. C'est ce que je vais apporter à la jeunesse congolaise. L'espoir et l'investissement. Parce que sans la jeunesse, on n'a pas un futur. Le pays n'a pas de futur. Qui sera le docteur, l'ingénieur, le musicien, le constructeur, le balayeur de la rue? Qui sera cette personne dans 30 ans? Parce que nous, dans 30 ans, qui sommes dans les cinquantaines, dans les soixantaines, dans 30 ans, on va presque mourir, on sera dans les 90 ans, on ne peut plus travailler. C'est la jeunesse d'aujourd'hui qui va prendre la relève. Et pourquoi un pays doit négliger la jeunesse d'aujourd'hui? Donner la jeunesse d'aujourd'hui l'opportunité de se préparer pour un futur, un futur meilleur. Oui, oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Bon, en fait, j'aimerais aussi seulement, parce que je vais à parler à la jeunesse, surtout de l'Est, avec les choses là qui se passent aujourd'hui, des Ebola ou quoi. Qu'est-ce que vous en dites de ça? Parce qu'il me demande, oh, qu'est-ce que Emmanuel, oui, il parle de la situation sanitaire au pays aujourd'hui, les cas d'Ebola ou quoi. Donc, Le cas d'Ebola, on peut voir, ça vient, ça part, ça vient, ça part. Pour un président ou un gouvernement qui est responsable, pour terminer une épidémie, il faudrait aller à la source. Il faudrait savoir la cause. Pourquoi il y a toujours une épidémie d'Ebola chaque année, chaque 2 ans? Pourquoi? On doit envoyer nos spécialistes. Si on n'est pas capable, on invite des experts à l'extérieur du pays qui travaillent ensemble avec nos recherches, avec nos chercheurs, avec nos médecins, pour aller là où se trouve la source du problème. Aujourd'hui, je peux te donner un exemple précis. Tu vas chez un médecin, tu dis je ne me sens pas bien. Le médecin regarde, dit ah non, le problème c'est l'eau que tu bois. Je vais te donner le médicament et tu vas te sentir bien. Tu prends le médicament et tu te sens bien. Après 2 jours, oh, tu es bien. Tu rentres à la même place, tu commences à boire l'eau qui t'a donné la maladie. Qu'est-ce qui va se passer 3 jours après, une semaine après? Tu vas encore tomber malade. Tu rentres encore chez le médecin. Le médecin va dire, ah, mais c'est le problème, c'est un cycle qui ne va pas terminer. Jusqu'à ce que tu vas casser la source. Tu vas à la source, tu mets l'eau qui n'est pas potable, devient potable, et là, tu seras plus malade. Quand on parle de Bola, il ne faudrait pas toujours attendre quand il y a une crise pour aller voir. Quand il y a déjà 4-5 personnes qui sont déjà mortes, pourquoi ne pas prévenir, aller savoir d'où vient Ebola dans quel territoire et quel est le problème? S'il faut un peu encercler le village où commence l'Ebola, il faut tout brûler. Mais si on n'arrange pas la chose, on aura toujours des problèmes. Tu vois, moi j'ai une pensée différente. Mais j'ai eu la chance de rester dans 3 continents, dans 6 pays,
et voyagé dans plus de 40 pays. Je vois les choses différemment. Tu vois? Pour moi, ce n'est pas seulement venir et arranger, non. Parfois aussi, il faudrait prévenir. Parce que quand on ne prévient pas, c'est une maladie. Ça tue les gens. Et les gens qui sont morts, ils ont de familles. Et de ces familles-là, ils perdent les gens. Pour moi, c'est ça la solution. Il faudrait aller maintenant à la source pour qu'il y ait plus cette maladie. Oui, oui, merci beaucoup. Vraiment, c'est la source. Parce que les gens courent à soigner un problème et ne soignent pas donc la source. Mais aussi, vous m'avez parlé un Non, jour, vous m'avez parlé un jour de, vous voulez informatiser les pays, c'est là pour donner le travail à la jeunesse congolaise. Comment pensez-vous informatiser le pays? Parce que même aujourd'hui, quand je pars au Congo, le système de DGM est encore sur cahier ministre, les cahiers que j'ai utilisés en troisième année des humanités. Donc, et c'est encore les vieux qui sont là. C'est encore les vieux de 70 ans, les vieux de 50 ans qui travaillent là-bas. Et la jeunesse est en train de chômer, en train de chercher le travail. Que pensez-vous pour l'informatisation de pays, de notre pays, pour la création de l'emploi à la jeunesse congolaise, surtout ceux qui font l'informatique, la maintenance et d'autres métiers reliés? j'ai eu la chance de voir l'informatisation d'un pays, les États-Unis. Quand je suis arrivé aux États-Unis en 85, les États-Unis n'étaient pas informatisés. Hein. Tout se faisait sur papier. Tu as besoin de quelque chose, tu vas aller à la mairie, tu as besoin de quelque chose, tu écris, on te voit ça à la poste. Et c'est à partir de 2000 que les États-Unis ont commencé à informatiser le pays. Et je vis les résultats. Comment maintenant beaucoup de systèmes, beaucoup de choses sont simples, sont rapides et faciles à faire. Pour nous, le pays qui est grand comme le Congo, c'est d'abord amener des machines, amener des applications, former la jeunesse, à câbler le système du pays. Là où on ne peut pas câbler, mais dire que mettre des câbles, on peut utiliser le système de Wi-Fi, je ne sais pas comment on dit ça en français, Le réseau Wi-Fi? Wi-Fi, aller créer des réseaux Wi-Fi sur les systèmes satellites et apporter une télécommunication qui est appropriée à ce siècle ici. On est en train d'utiliser G3. G3, c'est déjà dépassé. Il est temps maintenant d'amener, commencer à rêver G5 pour qu'on ait une télécommunication qui sera enviée par tous les Africains. Mon gouvernement va apporter les instruments comme les ordinateurs, tout ce qu'il faut, clavier, moniteur qu'on a besoin. On va apporter des applications que ces machines vont utiliser. On va amener le système, quel genre de système qu'on va utiliser, système câblé ou bien système Wi-Fi sans système sans fil. Et maintenant, quel genre de centre qu'il faudrait mettre dans toutes les grandes villes et des petites villes, des centres de formation informatique pour avoir les enfants, les jeunes qui ont déjà la formation informatique et ceux qui n'ont pas la formation avancée et le prendre 1 an, 2 ans et le mettre dans ces emplois. C'est comme ça que le pays va bénéficier, le pays est informatisé, on crée des emplois et le système devient facile. Quand on vient, on passe la frontière, on n'a pas besoin de remplir 25 papiers. On tape ton nom, tu montes ton passeport, ta pièce d'identité, on sait que tu es congolais, tu passes. Merci beaucoup. Et que dites-vous de la situation politique à ce moment au pays? Donc, qu'est-ce que vous en dites de la situation politique actuelle? La situation au pays actuellement, elle est critique. Tu vois, la situation est très critique. Nous n'avons pas un système politique qui est stable. Nous avons un gouvernement qui ne respecte pas euh, le, le système démocratique. Nous avons un système politique qui ne respecte pas les lois du pays. Le pays se trouve dans une situation critique. Et si on n'essaye pas d'arranger cette situation, d'ici 5 ans, on ne sait pas quel deviendra le Congo. Tu vois, on ne sait pas quel deviendra le Congo. Parce que
il y a les gens qui profitent. Le résultat, manque de sécurité, il y a les gens qui tuent les gens. Ce ne sont pas seulement les étrangers qui sont en train de tuer les gens. Il y a beaucoup de Congolais qui sont en train de tuer les Congolais. Et il y a certains politiciens, il y a certains militaires, officiers supérieurs qui sont en train de confisquer le bien des gens. Tu vois? Le pays se trouve dans une situation très critique qui doit être arrangée le plus vite possible. Sinon, on ne sait pas ce qui va se passer avec ce pays. Le gouvernement ne sait même pas ce qui se passe dans certaines villes au Katanga. Le gouvernement ne sait même pas ce qui se passe dans certaines villes dans la province orientale. Même si elle est divisée maintenant en trois, la province de Tchopo. Mais je veux seulement englober la province. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. Comment un Vraiment, gouvernement national ne contrôle pas tout le pays? nous Les résultats, croyons, tu vois ça? nous croyons aux élections pour changer tout ça. Mais que dites-vous que s'il n'y aura pas d'élections en 2018 comme il n'y avait pas eu en 2016, 2017, parce que nous croyons aux élections pour changer le système politique, pour changer tout, mais que dites-vous s'il n'y aura pas d'élection en 2018, si M. Kabila encore tente de, de, de changer des systèmes de jeu pour encore reporter les élections? Je ne veux pas faire une grande déclaration. Je vais dire seulement quelque chose qui est très important. Il y a quelque chose, il ne faudrait pas sous-estimer la population. Il y a beaucoup de dictateurs qui ont commis cette erreur. Ils ont été dictateurs pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, il y en a même 40 ans. Ils se disent, oh, CG, la population est très soumise. La population ne bouge pas. Qu'est-ce que la population va faire? Pendant 40 ans, je l'ai maté. Mais chaque chose a sa fin. La seule chose que je peux dire, je ne veux pas pronostiquer l'avenir, non. Ce que je vais dire au gouvernement, c'est de ne pas sous-estimer le peuple. Parce que ça ne dit pas que ce n'est pas parce que le peuple ne dit rien, le peuple se plaint, que le peuple reste à la maison, que le peuple restera toujours à la maison. Il faudrait éviter le feu. Parce que quand on évite le feu, c'est mieux d'éviter le feu. C'est comme ça que le sapeur-pompier te dira aux États-Unis. C'est mieux d'éviter le feu que d'aller éteindre le feu. Parce que quand tu vas éteindre le feu, tu ne sais pas à quel niveau le feu va englober l'endroit. Si aujourd'hui le peuple se soulève, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais la, C'est ce que je peux dire. mais la population a essayé de se soulever en 2015, janvier 2015, et récemment aussi avec des soulèvements populaires initiés par le comité des laïcs. Mais ça n'a pas tenu, ou bien ça n'a pas changé quelque chose. Et Kabila était, donc, il était seulement là. Ça n'a rien fait comme. Il faut savoir la raison. La raison dont le laïc ont utilisé pour soulever le peuple, ce n'était pas une grande raison, ce n'était pas une raison capitale. Les élections présidentielles, c'est une raison capitale. Parce que le peuple sait qu'avec les élections vient un changement. Tu vois, quand les gens disent que non, on va prendre la rue, on va faire des manifestations pour qu'il y ait transition sans Kabila. Les gens, parfois, il y a une confusion. Mais les gens savent qu'on attend décembre 23 pour les élections, qu'il y ait un changement. Et maintenant, toi, tu dis qu'il n'y aura pas d'élection. Je ne dis pas que la population va se soulever directement. Mais ce que je dis ne sous-estime pas la population. Parce qu'il y a une chose qu'il faudra comprendre, que la population congolaise n'est pas la population de Kinshasa. Le Congo est grand. Le Congo est grand. Mais tout se passe à Kinshasa, c'est là où la capitale et tout se trouve. Donc, si Kinshasa se soulève, donc d'autres provinces comme Kinshasa, Lubumbashi, Bukavu, Goma, Kisangani aussi, Likasi vont s'adapter parce que tout doit d'abord commencer à Kinshasa. Tous les présidents qui ont sauté,
le feu n'a pas commencé à Kinshasa. Il a commencé en Provence. Tu vois? Yeah, Ne monsieur... sous-estime pas parce que... Hein? Non, monsieur le Président, donc je voulais seulement savoir parce que beaucoup de jeunes me demandent qui est cet Emmanuel Wey, qu'est-ce qu'il fait, ou d'où vient-il, pourquoi il veut aller aux élections. Moi, je dis souvent qu'Emmanuel Wey n'est pas un politicien, mais c'est un homme, c'est un leader qui veut seulement voir le Congo reprendre sa place, regagner sa puissance économique et militaire et sociale. Lui, il n'est pas là seulement pour faire la politique, parce que la politique a été faite donc, pour assez de temps. Maintenant, lui, il veut seulement changer la population, industrialiser le pays, informatiser le pays, il veut seulement changer. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez dire de ça à la jeunesse, à la population congolaise aussi, de, de toi-même comme Emmanuel Wey, comme candidat d'espoir et comme un homme qui veut venir seulement transformer le pays sans beaucoup faire la politique. Non, moi je suis pas, je vais pas faire. J'ai toujours détesté la carrière politique. J'ai jamais aimé. Je suis la politique, je lis la politique, je connais les politiciens, mais j'ai jamais aimé la politique. Mais pour moi, c'est d'aider le pays à prendre un différent élan, de remettre le pays sur le bon rail. Je suis businessman, je sais comment créer une entreprise, je sais comment former quelque chose, je sais comment discipliner les gens qui sont autour de moi. C'est ça la différence. Je n'ai pas besoin de venir au pays pour acheter de Mercedes, non. Je suis en train de traiter un contrat que j'ai mis, ça fait 2 ans, je peux me remettre dans ces contrats, qui est un contrat très important, qui peut me mettre dans 100 ou 150 millions de dollars. Je n'ai pas besoin de voler l'argent du pays, je n'ai pas besoin de tuer quelqu'un, non. Mon souci, c'est de voir mon pays être un pays fier et respecté. C'est ça Emmanuel Wey. Ce n'est pas un monsieur qui vient chercher comment acheter de buildings, comment acheter de gens quand le peuple est en train de souffrir. Non. J'étais riche, je voyageais, je suis né, mes parents étaient très bien, mon père était banquier, mon grand-père était un grand homme d'affaires à Kisangani, l'homme le plus riche dans toute la province, à l'époque même de Belge. Donc pour moi, j'étais jeune, j'ai commencé la vie comme tout jeune, avec difficulté, j'ai compris la vie et je ne vois pas qu'est-ce qu'il faudrait, qui me manque pour être président et avoir ça. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Non, vraiment, Pour merci. moi, pour moi c'est ça. Oui. Je voudrais seulement marcher à Kinshasa, voir la ville très belle, très propre, prendre mes vacances à Goma, près des lacs, acheter une maison là-bas, aller au parc de Virunga avec mes petits-fils, aller voir le singe là-bas, aller voir le girafe et Et, aller à Kisangani, aller pêcher à l'équateur et voir la forêt équatoriale. et aller aussi à Ouvira et manger quelques poissons là-bas. Absolument. Et aller ouvrir à manger le poisson. Absolument. Yeah. Non, merci beaucoup, monsieur le président Emmanuel. Oui, vraiment, ça me fait toujours du bien de parler avec toi, surtout d'échanger. Tu es un homme qui échange avec la population, un homme qui veut savoir ce qui se passe entre la jeunesse congolaise, entre ça, et j'apprécie ça dans toi, et vous serez un bon président pour le pays. Et vraiment, nous sommes derrière vous. Merci beaucoup. Je voudrais parler aux jeunes. Parce que la raison que je voudrais parler aux jeunes, je veux leur dire. Moi aussi, quand j'étais jeune, j'avais 20 ans, 21 ans, le vieux qui était le ministre de Mobutu, à l'époque, on était en Europe. Quand on voit un jeune, on disait, ah, Munta Pamba, ah, moi, jeune Wana, ah, ces petits jeunes. C'était quelque chose d'insulte, être jeune. Mais aux États-Unis, au Canada, au Japon, tu vois comment les jeunes sont encadrés. Mais chez nous, les jeunes sont insultés. Ah, il y a dingo bala mwana wana, il y a zana nini ye. Jeune ya pamba pamba.
Non, le jeune, la jeunesse, c'est l'avenir du pays. Azan a 20 ans, Azan a 22 ans, il a 23 ans. Il est Mountouya Pamba aujourd'hui. Mais c'est un grand monsieur dans 20 ans. Parce que le monsieur qui est en train de dire que le jeune est comme Mountouya Pamba, lui, quand il avait 20 ans, qu'est-ce qu'il avait? Rien. Mais il a tout oublié. Tu vois? Ouais. Pour moi, je serai derrière le jeune. Ils vont entendre mon message clair et direct. Vraiment, vraiment, merci beaucoup. Ah, ok.